Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle et destruction d'emplois. Mon invité DJ Cover est directeur des systèmes d'information à la direction client du groupe ADP. DJ, bienvenue. Aujourd'hui, avec ses prouesses spectaculaires et ses évolutions rapides, l'IA transforme nos vies quotidiennes, nos métiers et même notre manière de penser le travail. L'IA risque-t-elle de remplacer les compétences humaines? Et surtout, comment les salariés et les entreprises peuvent-ils se préparer à ces transformations déjà en cours? Bonjour et merci pour cette question fort pertinente. Alors, il faut juste, je pense, commencer par préciser ce que l'on entend vraiment par intelligence artificielle aujourd'hui. Quelle différence est-ce qu'on peut faire entre les IA qu'on utilise depuis en réalité de nombreuses années sans pour autant les nommer de cette façon et les nouvelles IA génératives comme ChatGPT, Gemini, Kling, etc. C'est une question importante parce que lorsque l'on parle d'IA, en fait, on dit IA alors qu'on parle principalement des IA génératives. Les fondations théoriques, Alan Turing en 1950, bien avant l'apparition du terme intelligence artificielle, ce mathématicien britannique, Alan Turing, publie en 1950 un article scientifique fondateur intitulé Computer, Machinery and Intelligence. Il y pose la célèbre question: les machines peuvent-elles penser? Et conçoit le jeu de l'imitation, aujourd'hui connu sous le nom de test de Turing. Destiné à évaluer la capacité d'une machine à imiter la conversation humaine. L'acte de naissance officiel, la conférence de Dartmouth en 1956, comme l'évoque Antonin Bergot dans son interview, les véritables débuts institutionnels de l'IA remontent aux années 50. L'acte de naissance officiel, 1956, lors du campus de Dartmouth aux États-Unis, c'est lors de ce séminaire d'été que le chercheur John McCarthy propose pour la première fois le terme d'intelligence artificielle, Artificial Intelligence. Il réunit autour de lui d'autres pionniers majeurs comme Marvin Minsky, Allen Newell et Herbert Simon. L'objectif initial était ambitieux: reproduire chaque aspect de l'apprentissage et de l'intelligence humaine en quelques semaines. Les premiers programmes réussissent à résoudre des problèmes d'algèbre, à prouver des théorèmes logiques et à converser de manière rudimentaire, comme le programme ELISA en 1966, l'ancêtre des chatbots. Les hivers de l'IA dans les années 70-80, face aux limites technologiques de l'époque, puissance de calcul insuffisante, mémoire trop faible, et à des promesses non tenues, les financements publics et privés sont coupés à deux reprises. Ce sont des périodes de stagnation scientifique et commerciale. Le renouveau du machine learning à l'IA générative de 1990 à nos jours, l'IA moderne se détache de l'approche purement logique des systèmes experts pour s'orienter vers les données. L'apprentissage automatique, machine learning, on n'écrit plus des règles rigides pour la machine, on lui donne des données pour qu'elles apprennent elles-mêmes. Exemple, par exemple, connu, la victoire de l'ordinateur Deep Blue d'IBM contre Garry Kasparov aux échecs en 1997. L'apprentissage profond, appelé deep learning, à partir des années 2010, l'explosion du volume de données disponibles avec les big data et les data lakes, combinée à la puissance des processeurs graphiques, permet d'entraîner des réseaux de neurones artificiels très complexes, révolutionnant la vision par ordinateur et la traduction automatique. L'IA générative, depuis 2022, c'est donc assez récent, l'arrivée des modèles basés sur l'architecture des transformers, comme le modèle GPT d'OpenAI, derrière ChatGPT, ouvre l'ère à la création de contenus, textes, images, vidéos, presque impossible à distinguer des productions humaines, ce qui suscite aujourd'hui le vif débat autour de l'emploi. Toutes ces révolutions étalées dans le temps ont eu, à chaque période où elles se sont produites, des répercussions sur l'emploi, sur notre vie de manière générale, et souvent plutôt dans le bon sens. Si l'on pense aux tâches pénibles,
voire dangereuses à réaliser pour l'être humain. Il faut donc bien voir que ce sont de simples changements technologiques qui ne sont pas complètement récents. Et donc, il y a une forme de continuité et d'amélioration permanente. Pour les IA génératives, il y a cependant des questions réelles sur l'impact que ça va pouvoir avoir sur l'emploi, y compris des emplois qualifiés. Et c'est bien la nouveauté. Des emplois créatifs, des emplois de métiers de la culture, juridique, artistique, par exemple. Qui sont des métiers qu'on pensait préserver des technologies numériques et des technologies d'automatisation que je citais précédemment. Donc, on l'a compris, ce qui change vraiment la donne, ce sont plutôt les IA génératives. Quels impacts est-ce qu'elles pourraient avoir sur l'emploi? Alors, il se dit beaucoup de choses sur l'effet des IA génératives, surtout sur l'emploi. On a des articles et des interviews totalement catastrophiques avec des discours où tous les métiers vont disparaître, aucun métier n'est préservé, protégé, parce que les IAG vont devenir de plus en plus efficaces et qu'elles finiront par être capables de raisonner comme un humain. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elles sont alimentées par des quantités de données, souvent prises sur Internet du reste. On voit régulièrement arriver des nouveaux modèles, des nouveaux produits qui imitent les humains sur différentes tâches et le terme imiter n'est pas pris au hasard. Il est donc naturel, comme à chaque fois, qu'il y a une technologie qui est en développement, qui arrive dans le marché, une angoisse sur l'avenir de l'emploi, de son employabilité et sur l'emploi en général. En fait, on s'interroge toujours sur les impacts des technologies, sur l'emploi, l'automatisation, l'ordinateur, la téléphonie, la digitalisation, et donc pour l'IAG. Beaucoup d'études qui regardent l'impact sur l'emploi dans les années 2015, au moment de la robotisation à outrance sur les chaînes automobiles, par exemple, disaient que 70% des métiers allaient disparaître d'ici 2030 à cause des robots. On est aujourd'hui en 2026 et les emplois se sont transformés massivement, mais en réalité, très peu ont totalement disparu à cause de ces technologies d'automatisation. En fait, si on regarde un peu plus précisément ce qui se passe, la vraie question qui se pose, ce n'est pas tellement quel emploi va disparaître, parce que ça n'a pas vraiment de sens de se dire que tel emploi va devenir obsolète dans son intégralité. La question qui se pose, c'est plutôt quelles tâches vont devenir obsolètes, c'est-à-dire en fait des tâches que nous faisons pour l'instant, ou qu'on faisait en tout cas jusque-là, et on se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a plus aucun intérêt à le faire, nous, en tant qu'humains. Ça nous prend du temps, on le fait moins bien, et surtout la valeur ajoutée de cette tâche, au regard de notre charge de travail quotidienne, est assez faible. Et donc, en fait, ce qui va compter, ce n'est pas tellement quel métier va disparaître, c'est plutôt quelle tâche va être remplacée par l'IA et quelle tâche ne va pas du tout être impactée par l'IA. Des tâches très manuelles, par exemple, effectivement, on ne voit pas très bien à court ou moyen terme comment l'IAG va aider un plombier, un serrurier ou un mainteneur d'escalator ou encore un artiste, par exemple. On a donc, à mon sens, la majorité des tâches qui ne vont pas être complètement substituées par l'IAG, mais où l'IAG va venir compléter et faire performer davantage le travail humain, ce qui va permettre de rendre ces tâches plus efficientes. Et l'immense majorité des tâches sont de cette nature, alors que les tâches totalement substituables par l'IAG représentent finalement assez peu de l'intégralité des tâches que font les salariés. Alors, comment les entreprises peuvent-elles s'y prendre, DJ? Il faut décomposer les métiers en tâches. C'est la base. Vous faites dans votre journée des dizaines, voire des centaines de tâches différentes. Chaque tâche représente une partie du temps que vous avez dans votre journée. Chaque tâche a une importance plus ou moins forte par rapport à ce qui fait vraiment la valeur ajoutée de votre métier et la valeur ajoutée que vous apportez à votre entreprise. On les regarde une par une, on va dire, est-ce que celle-là est réalisable par l'IAG? Est-ce qu'au contraire, elle n'est pas du tout concernée par l'IAG? Ou est-ce qu'au cours de la journée,
l'IAG peut apporter de la valeur à cette tâche. Quand on fait ça, on arrive pour chaque métier à une espèce de scoring pour l'IAG. Les études sérieuses sur ce sujet montrent que la plupart des métiers ont un score assez faible, puisqu'il y a certes des tâches qui sont complètement automatisables, mais la plupart de ce que vous faites dans une journée reste complètement pertinent et pas du tout substituable complètement par une IAG. Mais pourquoi vous dites cela? Pourquoi? Mais tout simplement parce que ce sont des tâches manuelles. Soit ce sont des tâches très importantes et vous ne pouvez pas complètement déléguer à une IAG parce que l'IAG commet des erreurs. Il faut contrôler ce que l'IAG vous donne comme résultat. Et parce qu'une IAG, aussi performante soit-elle, ne va jamais avoir le savoir-faire et la spécificité du métier par rapport à une personne qui travaille avec son expérience et ses acquis sur le terrain et dans la vraie vie. Donc pour l'instant, en tout cas, les IAG qui existent ne permettent pas de remplacer complètement un emploi. Les études les plus sérieuses notent entre 8 et 12% des emplois qui sont menacés, dans le sens où, en fait, ces emplois relèvent pour le coup de tâches qui vont être substituées par l'IAG. Mais la majorité de l'emploi ne va pas du tout être complètement menacée. Et en fait, et c'est le point le plus important, cet emploi va se transformer dans le sens où les tâches qui étaient souvent assez chronophages vont être substituées par l'IAG, ce qui pour moi est plutôt une bonne nouvelle. De façon générale, il s'agissait de tâches qu'on n'aimait pas trop faire et qui nous prenaient du temps. Donc, on va déléguer ces tâches, si ce n'est pas déjà fait, à l'IAG. Il va rester plus de temps pour faire des tâches à plus forte valeur ajoutée, plus créatives pour l'entreprise. Nous allons donc aller, tout comme pour les premières révolutions industrielles, vers des métiers plus intéressants et où on se concentre plus sur les tâches à très forte valeur ajoutée. D'accord. Et donc concrètement, quels seraient les métiers qui seraient les plus impactés par ces transformations? Et à contrario, peut-être ceux qui seraient créés ou favorisés, par cette évolution? C'est une remarquable question. Du coup, concrètement, les métiers qui vont être menacés par l'IAG sont essentiellement des tâches qui sont ce qu'on appelle précodifiables, que vous êtes capable de très bien décrire ce qu'il faut faire dans cette tâche. C'est une activité en général avec un temps très précis alloué. Je dois écrire une lettre recommandée, je dois traduire cet article, je dois préparer un résumé, je dois relancer un fournisseur, je dois relancer un prestataire, je dois fournir un tableau de bord identique tous les mois, etc., etc. C'est très facile. Et en fait, on voit très bien comment on peut le convertir en prompt pour une IAG. Ce qui est assez intéressant à analyser, c'est que ce n'est pas restreint à des métiers qu'on appelait avant des métiers très routiniers. Donc, ceux qui étaient en fait concernés par les révolutions technologiques précédentes, la robotique par exemple, là vous avez des cadres, des cols blancs, y compris des cadres dans des domaines de très haut niveau en termes de finances par exemple, dans le secteur juridique, dans la comptabilité, dans les aéroports, dans l'orientation des clients, des passagers. Vous avez plein de métiers qui, en tout cas, s'ils ne s'adaptent pas, s'ils restent tels qu'ils sont aujourd'hui, sont effectivement menacés parce que très concrètement, une très grande part des tâches qu'ils vont être faites de manière beaucoup plus avantageuse par l'IA. Et c'est d'ailleurs là où les RH doivent prendre le lead pour accompagner cette transformation. L'IAG va aussi créer de nouvelles activités. Et il faut, pour créer ces nouvelles activités, que l'IAG soit prise en main par les acteurs économiques, y compris par les cadres, les employés et les chefs d'entreprise. Parce que, évidemment, il va y avoir plein de nouveaux métiers, comme avec chaque révolution technologique. Potentiellement, ça va d'ailleurs contrebalancer les destructions d'emplois qui vont être, je le pense, relativement faibles, mais qui vont être contrebalancées par la création de ces nouveaux métiers. Il va y avoir besoin vraiment de réflexion, par exemple, sur l'éthique. Il va falloir faire de la pédagogie sur l'IAG, puisqu'au fur et à mesure que l'IAG va commencer à devenir de plus en plus présente dans nos vies quotidiennes,
y compris, par exemple, pour se substituer à l'administration publique dans certains cas, il va probablement falloir qu'il y ait des gens pour accompagner l'intégralité des citoyens à l'utilisation de l'IAG, pour superviser aussi ces IAG, pour vérifier leurs erreurs et leurs hallucinations. Donc là, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'activités qui vont être créées, notamment par exemple dans le domaine de l'architecture informatique, les data centers, les data scientists, les experts de domaines métiers qui vont devoir alimenter l'IAG toujours et encore. Il va y avoir aussi beaucoup d'activités qui vont être créées pour justement développer des outils d'intelligence artificielle qui vont être de plus en plus adaptés à des besoins très spécifiques. Il est à peu près évident que les grands acteurs de l'intelligence artificielle, Google, OpenAI, etc., ne vont pas développer eux-mêmes des produits ultra spécifiques pour aller compléter le travail qui est fait par quelques personnes uniquement dans le monde. Il faut que ces personnes s'en emparent. Il se trouve qu'avec l'IAG, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce n'est pas très facile de s'en emparer et de la dompter. La pratique du prompt itératif n'est pas innée. Il va donc falloir que chaque entreprise, chaque métier s'interroge vraiment sur comment prendre en main cette IAG, comment je développe une utilisation de cette IAG qui est spécifique à mes propres besoins. Et là, probablement, il va y avoir beaucoup de création d'emplois pour arriver à faire cela. Alors, très clair. Mais donc, est-ce que pour les entreprises, il est aussi crucial d'adopter l'IAG? Est-ce qu'il y a des risques de retard à l'intégrer et comment s'assurer d'une adoption ou d'une intégration réussie? Alors, c'est la question fondamentale. Alors, très clairement, il faut absolument s'emparer de l'IAG. Il ne faut surtout pas faire comme si ça n'existait pas et comme si c'était un simple outil. Au contraire, c'est à mon sens une très bonne nouvelle. Il ne faut pas l'ignorer. Et surtout, on est dans un monde ultra compétitif et l'IAG exacerbe en fait cette compétitivité, cette concurrence. Pourquoi? Parce que ce qui va permettre aux entreprises de survivre et de rester compétitives, ça va justement être la bonne dose d'intégration de ces outils d'IAG pour améliorer leur savoir-faire, pour améliorer leur productivité, améliorer la manière dont ils conçoivent mieux leur métier sans perdre un temps qui est devenu de plus en plus précieux et il faut aller vite. Mais pourquoi faut-il aller vite? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les autres pays adoptent l'IAG et l'adoptent de manière intelligente. Et j'espère qu'on arrivera tous à l'adopter de cette manière. Parce qu'il y a une manière moins intelligente d'adopter l'IAG, qui est celle de dire, bon, bah, il y a des outils qui existent, qui sont gratuits ou presque gratuits, du genre ChatGPT, utilisons-le pour aller plus vite. Et puis d'ailleurs, si on prend l'exemple, par exemple, du journalisme, en tant que rédaction, je n'ai plus besoin de journalistes, puisque ChatGPT rédige très bien les articles. Je vais renvoyer tous mes journalistes et gérer ma rédaction directement avec les IAG. Et puis peut-être juste un rédacteur en chef qui ira valider les articles. Ça, à mon sens, c'est une très grave erreur. Parce que le contenu va se détériorer en qualité, spécifiquement parce que ces IAG se nourrissent de ces contenus d'une part, et d'autre part, elles ont été conçues pour être le plus général possible, pour être le plus uniformisé possible, et elles produisent un contenu relativement creux, un contenu qui ne s'appuie pas sur un savoir-faire, un sens critique et une spécificité rédactionnelle. Et donc là, il y a vraiment un enjeu important. C'est vrai pour la rédaction journalistique, mais ce serait vrai dans n'importe quelle activité d'imaginer l'IAG de cette façon. Travailler intelligemment avec l'IAG, ça permet de faire des choses qui sont potentiellement de meilleure qualité et de les faire plus vite. Mais si on fait ça mal, c'est-à-dire de manière non réfléchie, dans une formation initiale qui vous explique comment bien utiliser l'IAG, vous risquez d'avoir des gens qui utilisent l'IAG de manière aveugle, c'est-à-dire tout déléguer à l'IAG. Et ils ne relisent rien. Ils copient-collent le contenu de l'IAG et demain, ils diront aux agents IAG de se mettre sur leur ordinateur et puis d'effectuer le travail à leur place. Ça marche assez mal.
Et c'est une très mauvaise conception de la mise en œuvre de l'IAG. Là, on délègue complètement son propre savoir-faire, on se rend compte qu'il y a des erreurs qui peuvent être plus ou moins impactantes et le travail est mal fait, il est dégradé. Il y a même des erreurs très graves d'entreprises qui ont laissé des IAG remplacer complètement des activités. Sans aucun contrôle, les IAG commettent des erreurs, elles sont manipulables, elles sont parfois biaisées. Ensuite, vous allez avoir celui qui sait utiliser correctement l'IAG. Et il sait à quel moment il peut déléguer. Et il sait à quel moment il ne peut pas déléguer. Il sait comment contrôler l'IAG. Il sait comment vérifier que l'IAG ne fait pas d'erreur. Là, quand on arrive à ce niveau, effectivement, l'utilisation de l'IAG est optimale. On devient hyper productif. Mais vous voyez, il y a besoin d'une interaction avec un humain qui a sa propre expérience. Finalement, le plus difficile, c'est que pour que ça marche, d'une certaine manière, il faut que l'humain qui soit là sache déjà faire la chose qu'il demande à l'IAG. Et ça, c'est quelque chose que parfois on oublie. C'est-à-dire que l'IAG va se diffuser très vite, certes, mais elle va être d'autant plus efficace qu'elle se diffuse dans des métiers où il y a déjà une expertise métier réelle. L'exemple qu'on pourrait souvent utiliser, c'est celui des médecins. Vous laissez une IAG analyser un diagnostic de médecin, par exemple. Ça marche bien dans la grande majorité des cas. Par exemple, quand il y a des questions faciles sur des maladies standards et courantes, ça marche assez bien puisqu'elles savent très bien repérer le cas avec les symptômes listés. En revanche, dans des cas un peu plus compliqués, l'IAG va parfois se tromper et donner un mauvais diagnostic. Et là, il faut un médecin qui sache parfaitement analyser, mesurer, challenger, sans IAG, qui regardent et qui disent: ah là, je comprends pourquoi l'IAG s'est trompé, effectivement, mais c'est vraiment une erreur. Je ne vais pas suivre l'avis de l'IAG. Le médecin va pouvoir déléguer à l'IAG 80% de son travail et donc avoir beaucoup plus de temps pour les 20% restants, réfléchir un petit peu plus longtemps sur chaque cas, passer peut-être plus de temps avec le patient, etc. Donc ça, c'est très important. Mais pour ça, encore une fois, il faut vraiment avoir réfléchi à comment utiliser cette IAG au sein des différents métiers. Donc, de ce que je comprends, ce qui est important finalement, ce sont les interactions entre l'homme et la machine. Est-ce qu'elles peuvent, ces interactions, être efficaces et sous quelle forme? Alors, les interactions entre l'homme et la machine, effectivement, c'est fondamental. Alors, il peut y avoir de bonnes et de mauvaises interactions. Et il peut surtout ne pas y avoir d'interaction du tout. En fait, c'est un peu l'enjeu de savoir comment on va décider de s'emparer de ces outils. Il faut vraiment que tout le monde s'empare de ces nouvelles technologies. Parce que, encore une fois, il y a vraiment des enjeux de compétitivité internationale forts. Il y a vraiment des risques de survie pour certaines entreprises si elles ne s'emparent pas de l'IAG. Ce sont du reste des choses qu'on voit à chaque révolution technologique et industrielle. À chaque fois qu'il y a eu une nouvelle technologie qui arrive, il y a des entreprises qui disparaissent. Il y a des entreprises qui font les bons choix avant les autres, mieux que les autres, et qui prennent des parts de marché énormes. C'est ce qui a permis à certaines entreprises, dans les années 90 du reste, de devenir extrêmement dominantes. Ces entreprises, elles n'ont pas détruit d'emplois, elles ont grossi énormément, elles ont créé beaucoup d'emplois. Et la question, la bonne utilisation de l'IAG, en fait, elle revient à se demander si l'intégration de ces outils va permettre de créer de la valeur en quantité suffisante pour aller créer des emplois. Pas des nouveaux emplois, des emplois qui existent déjà. Mais l'entreprise augmentant en taille, elle va aller recruter davantage, créer plus d'emplois. Et donc, les quelques emplois, les quelques tâches qui vont disparaître vont être de toute façon complètement contrebalancées par la création de ces nouveaux emplois. Par contre, dans le scénario complètement opposé, dans lequel il n'y a pas de coexistence, c'est-à-dire que vous vous passez de l'IAG en la refusant dans votre activité, vous aurez alors des entreprises qui vont soit disparaître parce qu'elles sont concurrencées par des entreprises qui feront mieux et plus vite qu'elles grâce à l'IAG, soit vous allez arriver vers de toute façon une baisse, un ralentissement économique qui va détruire de l'emploi
de manière presque classique, comme s'il s'agissait presque d'une récession économique. Donc c'est très compliqué de savoir vers quel scénario on va. Bien évidemment, la première option est la meilleure. Et ce n'est pas forcément facile de voir vers quoi on va parce que, en fait, naturellement, on va avoir tendance à combattre naturellement l'IAG, plus par peur qu'autre chose du reste. Dans chaque métier, on se rend compte de plus en plus, et c'est normal, on est forcément plus ou moins angoissé par le fait qu'on voit arriver ces outils, d'autant que chaque mise à jour les rend de plus en plus efficaces, y compris sur des compétences cognitives assez poussées. Les IAG sont capables de faire des raisonnements scientifiques maintenant, mathématiques, mais il faut vraiment se dire que c'est un changement technologique et il faut l'aborder comme tel et se dire qu'il est inévitable, tout comme les autres révolutions industrielles passées. Il faut juste changer la manière dont on travaille, parce qu'avec l'IAG, les consommateurs vont aussi devenir de plus en plus exigeants sur la qualité, sur le côté personnalisé du contenu qu'on va leur proposer, sur le fait d'avoir à disposition tout tout de suite une information quand ils la demandent immédiatement et pour être en mesure de fournir cette qualité et à cette rapidité, il faut avoir justement utilisé l'IAG de manière intelligente. Et vous, dans votre métier de spécialiste aéroportuaire, vous imaginez quoi? Alors, dans mon métier de spécialiste aéroportuaire, on va prendre des exemples concrets, très concrets. Dans le marketing, un chef de produit passait des heures à décliner des fiches techniques. Aujourd'hui, l'IAG le fait en quelques secondes. Ce temps gagné lui permet de se concentrer sur la stratégie de marque et l'intelligence émotionnelle de ses campagnes. Dans le secteur aéroportuaire, si un vol est annulé, l'IAG peut reprogrammer instantanément les billets et avertir les passagers dans toutes les langues. L'agent d'accueil est ainsi libéré de la saisie informatique, peut enfin faire son vrai métier, rassurer les passagers stressés avec empathie et utiliser ses connaissances pour orienter les passagers. C'est la même chose dans l'hospitalité aéroportuaire. Une IAG générera parfaitement l'optimisation des prix des places de parking ou les emails de réservation, mais elle ne remplacera jamais la chaleur du sourire du réceptionniste à votre arrivée à l'aéroport ou dans votre salon d'attente, ni le flair du concierge pour vous trouver la bonne adresse pour votre restaurant type préféré. L'IAG s'occupe de la logistique, l'humain a réinvesti la relation client pour une meilleure satisfaction.